Chapitre 1. Le travail. Qui travaille et dans quelles conditions? Kevin. Avec les nombreux métiers de ma mère, nous n'avions pas beaucoup de gâteaux en dessert. Alors, vers mes 10 ans, comme pour la énième fois, j'en réclamais. Elle m'a répondu. Eh bien, regarde ici, tu as un livre de recettes et les ingrédients sont là. Pensant peut-être que ça allait calmer mes envies de sucrer. Ce fut l'inverse. C'est comme cela que j'ai commencé à prendre plaisir à cuisiner. Une amie commune travaille au Super U du coin. Elle adore son travail, le contact avec les clients, mais on a ras-le-bol de ses conditions de travail, de la pression permanente qu'elle et ses collègues subissent. Tous les matins, on leur rappelle le chiffre d'affaires de l'année N-1. Elle est surveillée et sa hiérarchie lui reproche de perdre du temps à discuter avec les clients. Une exploitation de masse des humains et de la planète par quelques multinationales. En matière d'alimentation, les femmes assurent les 2/3 du travail mondial, produisent environ 70% de la nourriture et sont responsables de plus de 80% du travail domestique. Notre système alimentaire moderne est bâti d'abord et avant tout sur l'exploitation du travail des femmes qui occupent majoritairement les postes les plus précaires et les moins bien rémunérés de la chaîne alimentaire. Privées de droits fonciers, assumant l'essentiel du travail non rémunéré, elles sont aussi victimes de discrimination en matière de salaire et de promotion à des postes plus élevés et exposées au harcèlement et à la violence sexuelle. Dans les métiers pénibles et dévalorisés de la filière alimentation figurent énormément de femmes. Des métiers qu'on emploie d'ailleurs souvent au féminin, caissières, cantinières ou cuisinières. Ces constats implacables dressés par l'association Oxfam se vérifient également à l'échelle française. Ainsi, les femmes d'agriculteurs n'ont eu aucun statut professionnel pendant longtemps. Leur travail était totalement invisibilisé et gratuit. Depuis 1999, le statut de conjoint collaborateur leur accorde une certaine reconnaissance. Mais c'est encore un statut au rabais qui ne donne pas les mêmes droits et qui rend, par exemple, difficile leur accès aux élections à la mutualité sociale agricole, MSA. Qu'elles soient installées en couple ou non, les agricultrices subissent de plein fouet la double domination de classe et de genre. En France, en 2019, les 3/4 des agriculteurs exploitants étaient des hommes, une proportion en hausse depuis 40 ans. Des paysannes s'expriment publiquement pour interpeller sur la double domination qu'elles subissent. La pratique de l'esclavage n'a pas totalement disparu. L'Organisation internationale du travail, OIT, estime qu'il y a plus de 1,1 million de personnes victimes du travail forcé dans le secteur de l'agriculture. The Guardian a relevé que des milliers de Birmans et de Cambodgiens employés dans l'industrie de la pêche thaïlandaise sont victimes d'un trafic qui confine à l'esclavage. En 2019, 10 associations et syndicats assignaient en justice le groupe Bolloré pour les conditions de travail pratiquées par le groupe Socfin, détenu à 39,7% par le groupe Bolloré, qui contrôle 400 000 hectares de concessions de palmiers à huile et d'EVAS dans 10 pays d'Afrique et d'Asie. En France, une très grande majorité de la main-d'œuvre saisonnière agricole est composée de travailleuses et travailleurs étrangers et étrangères. Dans les exploitations fruitières et légumières intensives, les exploitants agricoles font de l'emploi de travailleurs saisonniers migrants une variable d'ajustement pour la compétitivité de leurs entreprises. En juillet 2021, les dirigeants de la société de travail temporaire Terra Fecundis ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille, notamment pour travail dissimulé. Ce procès a mis en lumière les conditions de travail subies par des milliers d'ouvrières et ouvriers agricoles sud-américains dans des exploitations agricoles françaises. Plus largement, la difficulté d'obtenir un droit au séjour en France facilite la surexploitation de milliers de travailleuses et travailleurs étrangers, dits sans-papiers. Dans l'ensemble de la filière alimentation, elle et il travaillent dans les champs, travail saisonnier, la restauration, cuisine, plonge, ménage, et la livraison à domicile, à vélo ou en scooter. Dans les abattoirs et les usines de transformation, c'est également une grande majorité de main-d'œuvre étrangère qui est employée. Les conditions de travail y sont particulièrement dégradées. Les cadences sont élevées et 40% des salariés sont des intérimaires. Les 3/4 des nouvelles personnes embauchées partent avant la fin de leur période d'essai et les abattoirs manquent tout le temps de personnel. Au début des années 2000, la MSA a enquêté sur les conditions de travail en abattoir et établi un lien entre la cadence effrénée et les problèmes de santé au travail. Au niveau de la distribution alimentaire et de la restauration, les lieux de vente et de consommation généraient
1 600 000 emplois en France en 2017. Dans le secteur de la restauration, le taux de contrat à durée indéterminée est inférieur à la moyenne. La restauration rapide et le secteur de la grande distribution connaissent un taux important de temps partiel et un salaire horaire inférieur à la moyenne. La pression est mise pour faire partir les employés en CDI et pour les remplacer par des contrats plus précaires. Contrats étudiants, contrats à durée déterminée ou intérimaires. Le taux de recours à l'intérim est très élevé, 2 fois plus que la moyenne de toute l'industrie. La dégradation des conditions de travail s'accentue avec des horaires d'ouverture de plus en plus amples. Travail le dimanche et en soirée, entre 21h et minuit. Les horaires et les jours de repos sont totalement aléatoires, ce qui altère considérablement la vie privée. Pour développer ces enseignes de proximité, la grande distribution recourt au système des franchises. Un petit propriétaire, le franchisé, achète un fonds de commerce et une enseigne. Il se fournit en produits chez un géant de la grande distribution, le franchiseur, qui a des objectifs de rentabilité très élevés. L'investissement pèse sur le franchisé seul, qui travaille 15 heures par jour, 6 jours sur 7, tandis que la marge, elle, va au groupe franchiseur. Les franchises constituent des rentes importantes pour les grands groupes. Ce système est une véritable arnaque. Les services de restauration à domicile, type Deliveroo ou Uber Eats, ont recours à l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire au retour du travail à la tâche. Ils exploitent ainsi des personnes jeunes, en majorité des hommes racisés. Avec le statut d'auto-entrepreneur, l'organisation collective est devenue encore plus difficile. Dans chaque pan de la filière alimentation, les rapports de domination sont à l'œuvre et l'exploitation de la force de travail de millions de personnes au profit de quelques-uns est omniprésente. Or, le milieu agricole est l'une des clés de voûte de cette filière. Il est aujourd'hui dominé par une philosophie capitaliste sans accès aux conquêtes sociales du régime des salariés, congés payés, chômage, etc., et en difficulté pour proposer un modèle radicalement différent. Les mythes de l'agriculteur indépendant et du juste prix. Récit d'un ami. Quand j'avais 11 ou 12 ans en Haute-Savoie, l'une des insultes les plus fréquentes que se lançaient les gosses était « paysan ». Je l'utilisais moi-même jusqu'à ce que mon père, cheminot, me demande ce qu'il y avait de si insultant dans le métier de paysan. Ce jour-là, j'ai appris que mon grand-père paternel était paysan. Pour moi, il était juste vieux et retraité. Je ne m'étais jamais posé la question de son passé. Et pour cause, il avait été salarié agricole toute sa vie et n'avait pas d'exploitation. Partout dans le monde, le nombre de paysannes et paysans s'effondre et leur culture disparaît. C'est une catastrophe politique, économique et écologique. Dans le système actuel, le mot paysan est dévoyé. C'est au sens de classe sociale, au sens culturel et international que nous l'utilisons et non en tant que métier. C'est pourquoi nous nous risquons à parler d'épistémicide paysan. Un épistémicide est la destruction organisée d'éléments, de traces d'une science et de formes de savoir qui nous dérangent. Or, être paysanne ou paysan est l'expression d'une condition, elle-même résultant d'un système. Le modèle économique capitaliste et impérialiste remplace peu à peu les paysannes et paysans par des exploitants agricoles toujours plus gros et moins nombreux qui deviennent de véritables firmes, ainsi que par des ouvrières et ouvriers agricoles toujours plus nombreux et opprimés. Le métier de paysan est encore exercé par 570 millions de personnes à travers le monde. La plupart pratiquent une agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture d'abord destinée à l'autoconsommation et dont les surplus éventuels sont vendus localement. Mais depuis le début du XXe siècle, c'est un autre modèle agricole qui est en train de s'imposer, celui de l'agriculture intensive ou productiviste, hypocritement appelée agriculture conventionnelle. Ce modèle peut même être qualifié d'agriculture de rente quand les propriétaires ont délégué l'intégralité du travail agricole à des ouvrières et ouvriers. Dans nos représentations, la figure du paysan est celle de l'homme libre et indépendant, qui se rémunère grâce à la seule force de ses bras, de son labeur. Cette figure est un mythe. D'une part, la majorité des paysans à travers le monde sont en réalité des paysannes. D'autre part, cette image du professionnel indépendant qui vit grâce à ce qu'il produit ne correspond pas du tout à la réalité du monde agricole, y compris en France, où la grande majorité des agriculteurs se rémunèrent grâce à la politique agricole commune, la PAC. L'Union européenne verse des aides conditionnées à la superficie des exploitations agricoles et incite les agriculteurs et agricultrices à souscrire des contrats d'assurance revenu.
L'énergie mise par celles et ceux qui se revendiquent de l'agriculture paysanne pour, à l'échelle de leur ferme, sortir de l'agriculture intensive, ou ne pas y tomber, est nécessaire mais insuffisante. En se concentrant sur les aspects techniques, la classe paysanne s'est détournée de la lutte des classes et réclame des ajustements dans le système économique actuel plutôt qu'un changement de modèle. La revendication de tous les syndicats agricoles de vouloir obtenir des prix rémunérateurs marque une obstination à rester dans le même système économique. Le fait de revendiquer un prix de vente rémunérateur lié à la production, c'est-à-dire un prix suffisamment élevé pour se dégager un revenu, ne remet pas en question la logique de produire toujours plus, incompatible avec les pratiques de millions de paysannes et paysans. De plus, d'une ferme à une autre, le prix dit rémunérateur est totalement différent, notamment à cause du taux d'endettement qui ne sera pas du tout le même pour un jeune paysan qui vient de s'installer ou un paysan exerçant depuis 20 ans qui a pu rembourser tous ses emprunts. La revendication d'un prix rémunérateur incite la classe paysanne à se battre par filière de production, c'est-à-dire pour un prix minimum du litre de lait, de la tonne de céréales, du kilo de légumes ou de fruits, etc. La classe paysanne se retrouve divisée pour défendre ses intérêts. Enfin, cette volonté de se battre sur les prix néglige la logique économique actuelle, où la matière première agricole est devenue un objet de spéculation sur les marchés financiers. Le prix des matières premières est fixé en fonction du coût le plus bas des cours mondiaux et les prix agricoles ont été divisés par 2 entre 1980 et 2015. Cette situation est responsable d'une baisse des prix agricoles réels. Ainsi, les paysannes et paysans des pays colonisés et surexploités ont, en 2010, un pouvoir d'achat moins élevé qu'en 1950. La politique des institutions financières internationales accentue cette concurrence en encourageant une spécialisation des pays par secteur. C'est le cas de la culture du soja en Argentine. Cette spécialisation repose sur une agriculture de rente tournée vers l'exportation et laissée aux mains d'entreprises capitalistes qui possèdent la plus grande partie des terres et exploitent des ouvrières et ouvriers en masse au détriment de l'agriculture vivrière. Avec la pandémie de Covid-19, les perturbations dans la production alimentaire ont entraîné une hausse de 40% des prix mondiaux, la plus forte augmentation depuis plus de 10 ans. Cette logique est à l'œuvre au sein de l'Union européenne, où les politiques publiques maintiennent des prix artificiellement bas, y compris en France. Cela incite les agriculteurs à augmenter leur volume de production, à se mécaniser et s'agrandir, donc s'endetter pour produire encore et toujours plus dans des conditions portant atteinte à l'environnement, à la santé publique et faisant perdre aux aliments leur qualité nutritive. Ceci sans permettre aux agriculteurs de dégager des revenus suffisants. Selon la MSA, 30% gagnent moins de 350 € par mois. Ce montant est toutefois à relativiser car les agriculteurs préfèrent rémunérer leur capital plutôt que leur travail afin de payer moins de charges qui sont en fait des cotisations sociales. Ils adoptent ainsi une vision de petits patrons indépendants en capitalisant, c'est-à-dire en investissant l'argent dans l'outil de travail plutôt qu'en se versant un salaire digne. Ils cherchent à opérer une culbute financière en vendant leurs fermes, leurs terres et leur matériel au moment de leur départ à la retraite. Cela pousse celles et ceux qui souhaitent s'installer à s'endetter fortement pour pouvoir acheter ces fermes qui deviennent parfois intransmissibles, même chez des agriculteurs critiques vis-à-vis du modèle actuel. Que ce soit le sort des paysannes et paysans du monde entier ou celui des ouvrières et ouvriers de la filière en agriculture, transformation, distribution, restauration, etc., le secteur de l'alimentation dans son immense majorité propose un cadre de travail qui exploite, voire esclavagise celles et ceux qui y travaillent. Des agriculteurs, un suicide par jour, selon les données de la MSA en 2019, aux employés de la grande distribution, le capitalisme nous tue. Sortir la filière alimentation de la logique capitaliste requiert d'assurer un salaire à vie à l'ensemble des travailleuses et travailleurs et de leur garantir une organisation du travail en autogestion. Un nouveau statut du salariat dans la filière alimentation socialisée. En système capitaliste, il n'y a reconnaissance du travail que sur le marché de l'emploi et sur le marché des biens et services. Le capitalisme ne reconnaît le travail que lorsqu'il permet aux propriétaires lucratifs de s'enrichir. Au contraire, nous considérons que, en tant qu'être sociable, ne pouvant survivre seul, tout être humain travaille, dans le sens où tout être humain concourt à faire société. Il serait vain de vouloir déterminer précisément à quel moment il y a travail et à quel moment il n'y en a pas. Les féministes ont mis en lumière le travail gratuit et invisible des femmes dans nos sociétés patriarcales et hétéronormées.
Cette production invisible et gratuite est omniprésente dans les sphères privées et professionnelles. Travail ménager, travail de la conversation, travail émotionnel, charge mentale, etc. Ainsi, toute production de richesse et de valeur économique est le résultat d'un travail humain qui ne peut pas être mesuré à une échelle individuelle. La reconnaissance du travail par le versement d'un salaire est une décision politique, arbitraire, résultat d'un rapport de force. Nous revendiquons un salaire à vie pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la filière alimentation. Nous parlons de salaire et non de revenu, car le revenu est la rémunération d'un capital, forme de rémunération à laquelle nous nous opposons. Seule notre force de travail produit de la valeur. Nous nous approprions le mot salaire dans un sens révolutionnaire qui vise à honorer les centaines d'années de conquêtes ouvrières ayant permis l'instauration d'institutions reconnaissant le travail hors de l'emploi, notamment grâce à la cotisation sociale. Si l'horizon désirable d'un salaire à vie concerne l'ensemble de la population, embrasser le sujet secteur par secteur permet de penser concrètement sa mise en œuvre et de se doter de revendications communes et concrètes pour ainsi faire classe. Dans la filière alimentation, nous avons repéré des pratiques sociales qui tendent vers cet horizon. Premier exemple. Dans sa philosophie d'origine, le système des paniers AMAP assure un salaire mensuel à un paysan ou une paysanne puisque des habitants et habitantes s'engagent sur plusieurs mois à le ou la payer mensuellement indépendamment du succès des récoltes. Il y a ainsi déconnexion entre la production agricole et le salaire perçu. C'est un collectif qui valorise économiquement le travail fourni par une paysanne ou un paysan. Cette socialisation des richesses par le système des paniers AMAP existe également au Japon, aux États-Unis et au Canada. Deuxième exemple. Existent également des coopératives de salariés dans lesquelles ces dernières possèdent collectivement leur outil de travail. Suite à des luttes syndicales de longue haleine dans 2 usines agroalimentaires, des salariés ont pris la main sur leur outil et se sont auto-organisés en coopérative. Au départ, les patrons voulaient délocaliser les usines dans des pays où la main-d'œuvre leur aurait coûté moins cher. C'est ainsi que sont nées la SCOP TI avec sa marque de thé et tisane 1336 et la SCOP, la Fabrique du Sud, la Belle Aude, qui produit des glaces. Par ailleurs, des paysannes et paysans s'organisent en coopératives paysannes et en sociétés coopératives d'intérêt collectif, SCIC, pour avoir un statut de salarié associé et rémunérer le travail plutôt que le capital. Une initiative comme Coop Cycle, fédération de coopératives de livraison à vélo, permet aux travailleuses et travailleurs de la restauration à domicile d'acquérir un statut de salarié associé. Dans la filière alimentation, des SCIC se créent pour sortir de la logique du prix rémunérateur et penser l'alimentation dans ses différentes dimensions, production, transformation, distribution, consommation. Dernier exemple, certaines communes créent des régies publiques maraîchères pour l'approvisionnement de leurs cantines scolaires et parfois de leurs crèches municipales. Elles embauchent des maraîchers et maraîchères avec un statut de salarié, voire un statut de fonctionnaires territoriaux, leur assurant ainsi la garantie d'un salaire mensuel déconnecté de la mesure de leur production. C'est aussi une manière de détacher le travail de la propriété de la terre, puisqu'ici, les terrains agricoles appartiennent à la commune. Toutes ces initiatives sont inspirantes et porteuses d'espoir, néanmoins elles restent marginales et ne sont pas au bénéfice de l'ensemble de la population. La sécurité sociale de l'alimentation s'inscrit dans une dimension systémique. Comment penser le changement d'échelle, notamment grâce à une cotisation sociale de l'alimentation et à l'importance accordée aux investissements. La perspective d'un salaire à vie dans la filière alimentation s'inspire du statut de fonctionnaire et du régime général de sécurité sociale qui permet notamment de verser des salaires aux soignants-soignantes, fonction publique hospitalière ou remboursement des soins effectués en libéral, et aux personnes à la retraite ou au chômage. Le régime de la fonction publique est la reconnaissance qu'il existe du travail, de la création de valeur économique hors du marché de l'emploi et du marché des biens et services. L'emploi nous soumet au licenciement et à la variation du salaire, au moindre changement de poste de travail. Le statut de fonctionnaire, quant à lui, est attaché à la personne et non au poste de travail. Le salaire des fonctionnaires, ou traitement, ne peut pas être réduit, il augmente avec le grade. Bernard Friot poursuit le raisonnement. Le régime général de sécurité sociale, tel qu'instauré en 1946 par le ministre du Travail Ambroise Croizat, permet de reconnaître du travail hors de l'emploi chez les soignants-soignantes, les parents,
les retraités et les chômeurs-chômeuses. Ceci est possible grâce à la cotisation sociale unique et interprofessionnelle. Ce n'est pas l'activité qui définit si nous travaillons ou pas, mais notre statut. Avec Réseau Salariat, nous soutenons l'idée d'un salaire à vie pour toutes et tous comme droit politique attaché à notre personne, et ce, quelle que soit la manière dont nous occupons notre temps. Nous préconisons la mise en place d'une cotisation sociale unique et interprofessionnelle dédiée à une sécurité sociale de l'alimentation qui permettra, entre autres, d'assurer un nouveau statut du salariat par le versement d'un salaire à vie à toutes les personnes travaillant dans la filière alimentation. Leur salaire sera maintenu même si elles changent de poste. De plus, les personnes étrangères résidant en France pourront accéder au statut de salarié à vie de la filière conventionnée dans le cadre de la sécurité sociale de l'alimentation. Nous faisons le pari que le versement d'un salaire à vie et l'organisation du travail sous forme coopérative sans besoin de s'endetter rendront ces métiers fortement désirables. Cela permettra de repenser la souveraineté alimentaire et l'autosuffisance alimentaire, d'augmenter considérablement le nombre de paysannes et paysans et de commerces alimentaires de proximité, de casser la dynamique d'exode rural et de concentration urbaine qui est une catastrophe humaine et écologique. Le versement d'un salaire à vie aux salariés de la filière alimentation conventionnée améliorera ainsi les conditions matérielles de vie des femmes aujourd'hui employées dans l'industrie agroalimentaire ou agricultrices. Ce salaire à vie coupera court aux pratiques de temps partiel imposé, de perte de droits à cause d'interruptions de travail pour raison de grossesse, de maternité ou de congés parentaux. Il sera encore nécessaire de se battre pour une transformation de nos pratiques sociales et de revoir en profondeur la répartition du travail ménager, aujourd'hui essentiellement portée par les femmes dans les couples hétérosexuels et les familles monoparentales. Vouloir une société sans travail ou vouloir une société où tout est travail, quelle différence ? Laura. Mon envie de rejoindre Réseau Salariat a beaucoup reposé sur cette utopie d'un salaire à vie versé à toutes et tous inconditionnellement, c'est-à-dire la perspective de faire ce que je veux de mes journées, de ne plus avoir à travailler. Mais au fur et à mesure de mon implication dans l'association, de l'appropriation des travaux de Bernard Friot, enrichi de réflexions collectives, j'ai compris à quel point il était puissant de revendiquer notre définition du travail pour ne jamais perdre de vue que nous sommes les seules et uniques productrices et producteurs de valeur économique, quoi qu'en disent les capitalistes et leurs gouvernements successifs. Si nous abandonnons le combat de la définition du travail, nous pouvons être réduits et réduites à des êtres de besoin, revendiquant un pouvoir d'achat qui renvoie à l'acte individuel de consommation. Au contraire, la reconnaissance de notre qualité de productrice et producteur nous permet d'affirmer que c'est nous qui produisons, que c'est à nous de posséder la valeur créée par notre travail et à nous de décider. Nous choisirons comment nous organiser dans nos collectifs de travail, nous déciderons de l'investissement et de la manière dont les richesses que nous créons seront réparties entre nous, autant de lieux de pouvoir dont nous sommes aujourd'hui dépossédés. La revendication anticapitaliste d'une société sans travail repose souvent sur une définition du travail entendue uniquement dans son sens capitaliste. Et ce travail-là, nous sommes bien d'accord qu'il faut s'en débarrasser.